Aujourd'hui, sujet très intéressant sur lequel je pourrais vous parler très peu longtemps. Parce que c'est quelque chose que je ne connais pas beaucoup. Mais je pense qu'on va en apprendre beaucoup par la suite de ce séminaire. Donc, le titre, La logistique hospitalière 2.0, la collaboration clinico-logistique. Donc, qu'est-ce que c'est? On va sûrement en apprendre beaucoup. Donc, on a la chance d'avoir Nicolas Seca-Mazo, spécialiste en procédés administratifs et programme des activités périopératoires et chirurgicales et invité. Au CIUS de l'Est de l'île de Montréal et M. Pierre Baudet, directeur de la logistique au même regroupement. Donc, je vais vous laisser la parole, étant donné que j'y connais pas beaucoup de choses sur cette question de logistique hospitalière. Et suite à votre présentation, il y aura une période de questions qui sera animée par moi-même. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Chavert, de cette invitation. Merci beaucoup aux gens des pôles santé, à toute l'équipe des pôles santé de nous accueillir. Merci beaucoup à HEC Montréal, Valérie Mélanger, M. Martin Beaulieu qui nous ont beaucoup supportés dans les projets. Et puis également les gens de la classe. Donc la classe, c'est l'Association québécoise de logistique à l'approvisionnement dans le réseau de la santé. Merci beaucoup à l'audience ici présente, puis à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Bonjour maman. Donc, on va vous parler en fait de la logistique hospitalière 2.0, c'est d'un fond une version peut-être plus à jour de ce qu'est la logistique hospitalière. Puis on va prendre un peu le soin de ne pas, disons, de parler de la logistique hospitalière dans un sens vraiment plus large. Donc, une version révisée de tout ce qui est la logistique. Puis, à notre avis, disons, pour arriver à ces niveaux-là, de la logistique 2.0, un incontournable, c'est la collaboration clinico-administrative. Donc, dans le fond, la logistique hospitalière, on la connaît déjà, ça fait un peu dans le séminaire de 20 ans de logistique hospitalière. Ils nous ont beaucoup parlé, M. Beaulieu, Sylvain Landry, puis Jacques Roy, de la logistique hospitalière qui est bien sûr, on retrouve des activités peut-être plus classiques comme tout ce qui est l'approvisionnement, les achats dans le fond, la distribution, tant que la distribution des stocks, on peut retrouver la pharmacie, on peut retrouver les fournitures médicales, mais aussi on peut trouver tout ce qui est les fonctions de transport, aide technique, transport patient, transport de matériel, tout ce qui est laboratoire, etc. Mais aussi des fonctions de production. Dans la production, on peut retrouver les services de stérilisation, la buanderie, la cuisine, pourquoi pas, tout ce qui est la gestion de l'imprimerie aussi et le tri postal. Bien entendu, c'est pas dans toutes ces activités-là ne relèvent pas toutes de la même direction logistique, en disant que les activités de logistique hospitalière sont un petit peu éparpillées dans un hôpital ou dans le réseau de la santé. Donc, il y a certaines activités qui sont prises par la DST, dans la direction de services techniques. Il y a d'autres activités qui sont prises par la DSP, donc par exemple la stérilisation, puis il y a d'autres activités qui sont reprises par la direction des services infirmiers. Donc, on voit du coup que la logistique hospitalière est un petit peu éparpillée partout. Bien sûr, tout ce qui est la vision classique de la logistique comporte tout ce qui est les achats et la distribution de ce qu'on achète, en ayant comme mission première la recherche des coûts. Donc, on s'est beaucoup concentré comment est-ce qu'on peut optimiser, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ce qui est la gestion d'achat et la distribution. On va voir dans le cours de la présentation, puis c'est un peu notre point, la logistique hospitalière n'est que la simple recherche d'économie, mais on peut aller un petit peu plus loin. On peut aller chercher des bénéfices cliniques, parce qu'on a un grand impact. On voit qu'on est diversifié un petit peu partout. Donc, on peut avoir un très grand impact. Puis, on n'est pas le seul à le dire. La logistique hospitalière, oui, on ne fait pas que la recherche des coûts. On peut aller beaucoup plus loin. Puis, bon, aujourd'hui, on n'est pas les seuls à le dire. Les chercheurs l'ont dit à plusieurs reprises. Mais ceci, dans le réseau de la santé, il y a de très belles initiatives, notamment en Chaudière-Appalaches, où est-ce que Carole Bird puis Madame La Liberté nous racontaient dans les congrès de la classe comment est-ce qu'à travers d'un projet d'aide technique, ils ont pu aller chercher des bénéfices cliniques. Donc, il y a eu une contribution. Donc, du coup, dans les réseaux de la santé, on commence à voir des impacts positifs et mesurables dans les activités cliniques. Pour vous raconter en fait cette petite histoire pendant cette petite heure qu'on est tous ensemble,
j'ai le plaisir et le luxe d'avoir avec moi Monsieur Pierre Baudet, qui est le directeur de la direction logistique, Madame Jannick Perrier, qui malheureusement ne peut pas être ici avec nous, mais c'est la coordinatrice de tout ce qui est programme péri-opératoire et chirurgical, et Monsieur Jean-François Labrie, qui est pris quelque part en taxi. Montréal, c'est un labyrinthe des cônes oranges, donc du coup, je pense qu'il va se rejoindre à nous dans les 5-10 minutes prochains. Mais M. Labrie, c'est le chef des blocs opératoires. Donc, c'est un luxe vraiment d'avoir un directeur logistique puis un représentant clinique de taille pour parler, en fait, de ces projets. Donc, dans le plan de la présentation, on va situer un petit peu qu'est-ce que c'est ce CIUS de l'Est de l'île de Montréal. On est devenu très grand, on est devenu quasiment, on peut se comparer avec une grande compagnie multinationale. Donc, M. Pierre Baudet va nous mettre un petit peu en contexte qu'est-ce que c'est les CIUS de l'Est, et puis particulièrement la direction logistique. C'est une direction qui n'est pas nouvelle. Pardon, c'est une direction qui est nouvelle, donc on n'a pas beaucoup d'historique. On va faire les points aussi. Tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un, M. Jeanvert me disait « Qu'est-ce que c'est la brancarderie ?» Bon, ben, on va voir, j'espère, le représentant clinique qui va nous donner les ondes de base de qu'est-ce que c'est la brancarderie, mais aussi quel est son point de vue clinique. Donc, quelles sont ses attentes, puis quelle est la valeur ajoutée d'un service de brancarderie. M. Baudet, par la suite, il va reprendre les colliers pour dire le mandat, pour nous raconter un petit peu, pour rentrer un petit peu le détail du mandat que nous avons eu au CIUS de l'Est, de développer un nouveau service de brancarderie, mais aussi ses enjeux, parce que c'était un contexte très particulier. On va décortiquer aussi les étapes du projet. C'est un projet organisationnel d'une taille considérable qui a changé beaucoup, en fait, les façons de faire à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, c'est vraiment un projet d'envergure. Donc, on va décortiquer les étapes. On ne pense pas avoir la science infuse, on pense qu'on a un certain bon coup, puis on espère peut-être le partager, parce que moi aussi, j'ai regardé les séminaires de Pôle Santé, puis j'en ai pris. L'idée, c'est de dépasser un petit peu la POC. Puis, bien sûr, on va parler de pourquoi la logistique hospitalière. Donc, dans le fond, on se sert un petit peu de ce projet de brancarderie avec l'excuse de parler à la logistique hospitalière, puis où est-ce qu'on peut aller avec la logistique hospitalière. Donc, tout de suite, je cède la parole à M. Baudet, qui va nous présenter le CIUS de l'Est et puis la direction logistique. Merci Nicolas. Donc, je suis Pierre Baudet, directeur de la logistique pour le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Est de l'île de Montréal. Je ne le répéterai pas une autre fois, c'est trop long. Et même pour les fins de la présentation, l'acronyme CEMTL, c'est encore plus court. Donc, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc, c'est cet établissement dont on parle des principaux aussi, qui sont l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et l'hôpital Saint-Aigre-Bérény, l'Institut universitaire de santé mentale, qui est aussi connu sous le nom de l'hôpital Louis H. Lafontaine. Donc, ce sont les principaux établissements là, de notre CIUS. Donc, c'est 42 installations. On parle d'un budget de plus d'1,1 milliard de dollars, 15 000 employés. Et bien que par rapport à d'autres confrères dans d'autres établissements du réseau de la santé au Québec qui ont des très grands territoires à couvrir, nous, c'est relativement petit. Je pense que c'est 120 km², il me semble que ce que je voyais, mais c'est surtout en termes de population, donc desservir 527 000 habitants, donc 27 % de la population montréalaise sur notre territoire. Et comme on a 2 centres de recherche, donc on est affilié aussi à l'Université de Montréal, d'où la présence du U dans notre nom, donc le volet universitaire. D'ailleurs, le volet universitaire, on s'en est servi d'ailleurs pour ce projet-là. Donc, je remercie aussi nos collègues des HEC, Martin Beaulieu et Valérie Bélanger, qui nous ont aidés d'ailleurs dans le projet, parce qu'on lui a donné aussi une composante un peu, je dirais, à la limite, recherche, sinon recherche opérationnelle, pour nous aider à démarrer le projet. Je suis certain que Nicolas aura l'occasion de vous le représenter au cours de la présentation. D'ailleurs, Nicolas, on l'a présenté comme un spécialiste de procédés administratifs au niveau du bloc opératoire, ce qu'il est depuis quelques semaines, mais auparavant, il était spécialiste de procédés administratifs à la direction logistique. Il est chargé de projet du projet brancarderie. Donc, la direction logistique, en résumé, c'est différents secteurs d'activité, c'est en évolution. Donc, les secteurs qui sont, je dirais, à la base, qui étaient je dirais, beaucoup dans les directions financières avant la mise en place du réseau de la santé, donc au 1er avril 2015, au niveau des CIUS et des CIS. Donc, l'approvisionnement, la gestion contractuelle, tout ce qui touche la distribution, l'entreposage, les stationnements dans notre cas. Donc, on sait que gérer le stationnement à Montréal, c'est un enjeu. Donc, c'est un dossier qui nous occupe, malgré nous, trop souvent, mais ça en fait partie.
la reprographie, la messagerie, le transport des biens, aussi le transport externe des patients, avec soit géré à l'interne avec notre propre flotte de véhicules ou avec les partenaires et les fournisseurs comme Urgence Santé ou d'autres entreprises. Et on a ajouté, enfin en novembre 2016, un nouveau secteur de service de brancarderie qui s'est ajouté à notre offre de service et qui est d'ailleurs, je dirais, en évolution ou en croissance au fil des mois et années à venir. Donc, en termes d'enjeux pour notre direction, évidemment, c'est une nouvelle direction qui a été créée suite à la réorganisation du réseau le 1er avril 2015. Donc, l'ensemble des établissements de santé au Québec ont tous maintenant des directions logistiques. C'est une volonté du ministère de créer un pôle, si on veut, d'expertise au niveau de la logistique hospitalière. Donc, ça regroupe évidemment des activités qui étaient gérées auparavant dans diverses directions. Services techniques, direction des ressources financières, parfois dans les directions de soins, comme dans le cas de la brancarderie, on y reviendra. Donc, c'était une activité qui existait déjà. Donc, on n'a pas nécessairement rajouté ou créé des nouvelles fonctions, je vais plutôt regrouper. Notre objectif, ou un de nos buts au point de départ, est de créer vraiment une cohérence entre ces activités, positionner notre direction logistique, donc les petits acronymes, je les répéterai, la direction logistique comme un pôle d'expertise dans les flux des personnes et des biens. Donc, vraiment de donner une valeur ajoutée à cette fonction. Donc, quand on arrive au 1er avril 2015, dans notre cas, nous, il y avait 7 établissements, 7 façons de faire dans différents... Vous avez vu l'ensemble de l'offre de services, donc dans chacun de ces secteurs d'activité, des façons de faire différentes. Évidemment, nos premiers objectifs est de créer une façon d'uniformiser un peu ces façons de faire, donc de donner un sens à la direction, mais pour l'organisation, pour que les gens puissent s'y retrouver. D'ailleurs, dans les premiers mois, quand je suis arrivé au CIUS de l'Est en mai 2015, je pense que les premiers 3 ou 4 mois, les questions c'était « ça fait quoi la direction logistique? Vous êtes qui? Vous faites quoi? » Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est plutôt l'inverse. Je reçois plein de demandes. Bon, j'ai un problème logistique avec un logiciel, j'ai un problème logistique avec un bureau. Non, les logiciels, c'est pas chez nous. Même si le terme logistique est utilisé souvent beaucoup, à beaucoup de sources ou dans beaucoup de circonstances, mais aujourd'hui, on vit plus le phénomène inverse. Donc, quand on est fournisseur de solutions où on aide les gens, on a tendance à nous apporter d'autres problèmes. Donc, dans les enjeux, au point de départ, donc, on avait aussi amené une centralisation, une consolidation des activités. Donc, ça faisait partie d'ailleurs des objectifs du ministère. Au point de départ, il y avait même eu une anticipation ou une projection d'économie de fonctionnement. Donc, le fait de se regrouper, d'avoir des appels d'offres regroupés, de regrouper nos besoins. Donc, on est en mesure rapidement de donner une consolidation d'activité pour donner une certaine forme d'économie ou de réaliser des projets d'amélioration. Ce qui a été fait et ce qui se fait encore graduellement. Donc, je ne sais pas si tu reprends un bout. Oui, en fait, on est chanceux parce que Jean-François, notre collègue du bloc. Notre collègue vient toujours d'arriver. Il n'est même pas encore... oui, il est branché. Donc, ça s'appelle le juste à temps. C'est une définition du juste à temps, c'est ça. Oui. Donc, on passe la parole à M. Jean-François Labrie, chef des blocs opératoires, dans le fond, qui va nous donner une petite leçon de qu'est-ce que c'est la brancarderie, puis quel est le point de vue clinique de la brancarderie. J'ai-tu ma slide? Good. En fait, la brancarderie, c'est un système qui vise à optimiser les transports patients. Donc, on focus des activités exclusivement sur les transports patients. Ça peut être des examens, ça peut être des chirurgies, peu importe. Ça fait quand même longtemps que c'est en vigueur dans plusieurs établissements. Moi, Maisonneuve-Rosemont, mon historique, c'est 11 ans. En 11 ans, on avait beaucoup de discussions sur le service de brancarderie, sur des transports réservés, sur un moyen de ne pas perdre un préposé aux bénéficiaires parce que c'est eux qui font les transports pendant plusieurs minutes parce qu'il s'en va sur un transport qui est soumis à des attentes, à des délais, etc. La raison d'être de ça, c'est vraiment d'optimiser puis de pouvoir concentrer le volet clinique et la valeur ajoutée préposée aux bénéficiaires sur les activités qu'ils sont supposés faire et non pas sur des transports. Donc, on en revient un peu à ça avec l'importance de la brancarderie. Ce que ça a permis de faire, du moins chez nous, d'amener ce processus-là, c'est de pouvoir aussi avoir une idée de ce que sont ces processus de transport-là, puis de pouvoir les cartographier un peu plus précisément parce que
en ayant un préposé aux bénéficiaires qui dédiait son temps au transport, on pouvait avoir un temps anticipé à 13 minutes de transport, mais il revenait 45 minutes plus tard parce que sortir d'un secteur dans lequel tu travailles, ça peut être propice à faire plein d'autres choses que revenir directement où tu dois travailler. C'est-à-dire accrocher quelqu'un à qui tu désires parler, faire une commission, peu importe, là, dans un centre hospitalier, puis à ce moment-là, on perd la trace du préposé, sauf si on faisait des registres très micro-management de suivi des transports, puis qu'est-ce qu'ils sont allés faire, où ils étaient, etc. Mais ça devenait extrêmement exhaustif à gérer et à maintenir. Donc, situation initiale, comme on a dit, là, on est un peu, on a pris un peu de temps avant de le mettre en place. Puis on pourra revenir plus tard, là, mais c'est vraiment, quand il y a eu une fusion, il y a eu émergence d'un secteur de logistique. Antérieurement, c'était l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont développait via divers secteurs des initiatives ou des projets, mais c'était toujours un peu scindé, puis c'était toujours difficile d'avoir une coordination pour que l'ensemble des parties prenantes nécessaires à mettre en place un projet de cette envergure-là puissent se rassembler. Donc, ce CEMTL-là a vu l'émergence de deux entités qui existaient moins, qui sont la logistique, qui était du moins très présente, mais qui n'existait pas comme une entité, puis la direction de la qualité, évaluation, performance et éthique, qui sont deux choses qui sont venues soutenir des initiatives très ciblées, puis qui avaient une légitimité organisationnelle de dire, bon, on va rassembler ces acteurs-là pour un projet organisationnel et non pas, moi j'ai une idée, mais moi ça ne me convient pas vraiment, puis personne n'était au final légitimé pour pouvoir implanter des projets de cette envergure-là. Ensuite, si on revient un peu sur l'historique, avant le projet de brancarderie, donc c'était décentralisé, c'était différentes initiatives de suivi ou de traçabilité des personnes qui effectuaient les transports. Donc, on pouvait avoir le classique d'un temps en mouvement qui était par contre maintenu par la personne qui faisait ce temps en mouvement-là. Donc, encore là, c'est libre à l'interprétation. Il fallait rejoindre ces gens-là en temps réel pour savoir où t'en es rendu, t'as-tu fini ton transport. Puis la personne qui fait son propre registre, même si c'est la personne la plus honnête du monde, elle peut oublier des données, peut ne pas voir ça comme pertinent ou important de documenter exhaustivement tous les délais qu'elle a pu subir durant son transport. Donc, c'est pour ça que l'implantation d'un service avec registre et suivi via des requêtes amenait cette cartographie-là sans qu'on ait à faire trop d'efforts. Merci beaucoup, Jean-François. Chanceux de t'avoir parmi nous. Juste à temps, comme tu dis. Donc, dans le fond, bon, on a situé un petit peu le CIUS de l'Est, on a situé la direction logistique, on a vu quels sont les enjeux de la direction logistique. On a situé aussi qu'est-ce que c'est la brancarderie, à quoi ça sert la brancarderie, puis quelle est la valeur ajoutée pour le personnel clinique. Donc maintenant, M. Pierre Baudet va nous raconter un petit peu quel est le mandat que nous avons eu. Donc on voit quelle est la situation initiale dans nos deux centres hospitaliers. On voit une direction logistique qui émerge, puis tout d'un coup, il y a une grosse demande qui va arriver à la direction logistique. Puis on va voir quels sont les enjeux de cette demande-là. M. Baudet. Donc, au point de départ, donc, je disais un peu plus tôt, la direction logistique a été, vu le jour le 1er avril, officiellement le 1er avril 2015. Moi, je suis arrivé le 18 mai, donc graduellement, on a nommé des cadres. Et peut-être que vers la fin de 2015, j'avais pas mal d'équipes de gestion constituées ou mises en place. Et puis, c'est au début de 2016 que la directrice des soins infirmiers me dit, parce que, bon, évidemment, moi, je n'étais pas dans l'organisation, j'étais dans un autre établissement du réseau, donc avant la fusion. Donc, je ne connaissais pas l'historique de ce que Jean-François vient de mentionner, que je savais que ça fait quelques années, mais là, j'apprends que ça faisait 10 ans au moins que le projet se discutait, en tout cas qu'il y avait des attentes. Donc, la directrice des soins infirmiers m'interpelle parce qu'on est aussi dans un contexte d'optimisation ou de transformation organisationnelle, puis on me dit, mais là, ce serait le temps maintenant la direction logistique existe, ce serait le temps de penser à repartir le projet de brancarderie, de comprendre vraiment ce que c'est, et puis de déployer ça, idéalement, en septembre de 2016. Donc, on est quelque part au mois d'avril, donc nous, tout fiers d'être interpellés par les gens cliniques. Donc, oui, on relève le défi et on va faire le projet. C'était quand même un projet qui était, à la base, un projet, si on veut, prioritaire, parce que c'était un projet clinique. Donc, ce n'est pas un projet administratif que j'aurais réfléchi avec mes cadres chez nous pour dire, bon, mais je vais aller frapper à la porte du clinique. On pourrait avoir parfois des initiatives et dire, bien, on pourrait faire ça à votre place, puis laissez-nous faire. Habituellement, ça ne va pas très bien de ce côté-là. Mais là, c'est à l'inverse. Donc, c'est les gens du clinique qui disent, je pense que ce serait intéressant de pouvoir prendre en charge ce projet ou cette nouvelle activité à devenir. Évidemment, le contexte, les enjeux du projet au point de départ, donc comme je l'ai dit, on était une direction qui était
en mouvement et en développement. Donc, on n'était pas encore... nos fondations, le béton là, des fondations était encore mou. Là. On calait un peu dedans. Ce n'était pas solide. On démarrait. L'expertise dans l'équipe comme telle d'un projet de brancarderie ou similaire était un peu plus... Il y en avait un peu. J'avais un de mes cadres qui avait fait un projet similaire à Sacré-Cœur de mémoire. Il y avait un autre cadre de l'organisation qui l'avait fait au CHUM, mais il n'était pas nécessairement dans le projet. Donc, j'avais des gens qui connaissaient ça un peu, mais pas nécessairement des gens qui avaient fait exactement le projet dans lequel je pouvais donner les clés, dire, bon, fais-moi un clé en main, livre-moi ça. Donc, j'avais un peu d'expertise, mais pas beaucoup. On avait un environnement technologique contraignant. Au niveau du ministère, on ne peut pas acheter un nouveau logiciel demain matin. Ça doit passer à travers une demande de justificatif. Il faut avoir les budgets. Souvent, on nous dit, c'était au tout début aussi de 2015-2016, on se rappelle le contexte où le ministère nous disait moratoire sur l'ensemble des développements informatiques aussi. On veut donner une vision globale. Donc, on avait un environnement technologique plutôt contraignant. On avait la chance ou l'opportunité, dans notre cas, d'avoir le système Servox de Midi-Solutions qui avait été acheté par Santo-Gabrini en 2014-15, mais qui n'a pas déployé, puis qui était en fait juste à l'étape embryonnaire, mais il n'y avait rien qui avait été fait. Donc, j'avais une petite brèche là, dans le système d'autorisation qui était possible. Et on me disait, mettons, tu n'as pas d'argent à faire le projet, il faut que tu l'autofinances aussi. Stratégiquement, bon, évidemment, la crédibilité de la nouvelle direction était... on se crée une direction, donc c'est sûr qu'en termes stratégiques, de réaliser un projet comme ça me donne de grande crédibilité. En même temps, c'est une très grande visibilité parce qu'on impacte l'ensemble des fonctions cliniques dans... Bon, c'était Maisonneuve-Rosemont, finalement, qui avait été choisi comme premier point de réalisation du projet. Donc, grande visibilité. Donc, si ça ne fonctionne pas, on a aussi une grande visibilité parce que si on vient de créer un blocage dans l'organisation, on va le savoir assez vite. Je pense que c'est Nicolas qui a fait le choix des images. Donc, il a montré un peu l'évolution de l'humanité. Puis je dirais que nous, on était à l'étape du Néandertal. On tapait sur tout ce qui bouge. Hein. On avait le marteau, puis on cherchait des projets. Donc, celui-là, que ça en est un bon, on part avec. On donne un coup dessus, puis on part. Évidemment, notre clientèle, il y avait une pression sur les résultats attendus. Donc, on était tous un peu, je dirais, novices, à part quelques personnes qui avaient vu des expériences similaires ailleurs. Donc, on nous disait, vous prenez le projet, mais assurez-nous d'avoir au moins un résultat égal, sinon supérieur. Vous ne devez pas vous détériorer ou en fait nous détériorer dans la situation. Jean-François mentionnait un peu plus tôt que les gens, les PAB étaient sur les unités, quittaient, allaient reconduire un patient, par exemple, de l'unité de soins jusqu'en imagerie pour un examen, ils revenaient, mais c'était pas nécessairement mesuré, mais on disait en moyenne, ils partent entre 20 et 40 minutes. Là, on n'avait pas d'idée, mais ce qu'on nous disait, on est parti un peu sur cette base-là. Donc, 20 à 40 minutes, c'est quand même une fenêtre assez large là, aussi, là, mais donc, vous ne devez pas détériorer cette situation-là. Les caractéristiques, en fait, je vais parler un peu des situations qui ont été particulières, un peu difficiles, puis en même temps, les parties plus intéressantes là, de ce qu'on a appris, sans aller dans la conclusion, parce que je vais laisser Nicolas aller plus dans le détail de comment on a réalisé le projet. Donc, c'est important d'avoir le support de la haute direction, comme tout projet de transformation organisationnelle. On n'invente rien ici en mentionnant ça. On avait quand même 2 directeurs généraux adjoints, du côté administratif et du côté clinique, qui me rappelaient souvent que ce projet-là, il doit marcher. Là. Il faut que ça marche. Bon, on le veut, mais il faut que ça marche. On est derrière toi, mais vas-y. Il ne fallait pas essayer de chercher de solution parfaite. D'ailleurs, on a failli échapper un peu le projet, je dirais, les premiers mois. Là. On s'est retrouvés peut-être je vous avais dit un peu plus tôt, en avril, on avait eu un peu le mandat qui était un peu informel, mais rendu au mois d'août, on stagnait un peu. On cherchait la solution informatique parfaite. Moi, j'avais dit, donnez-moi un budget. On avait figuré en termes de benchmark avec Sacré-Cœur, par exemple. Bon, mais avec la volumétrie, donnez-nous au moins 10 ou 12 employés, donc il faut le salaire. Donc, on arrive avec un budget théorique. Alors, j'ai donné un logiciel, puis... je sais pas, 500 000 de budget, puis on fait le projet, puis on dit non, ça n'arrivera pas, ça. Fait qu'on a perdu quelques mois un peu à essayer de créer les conditions gagnantes. Malheureusement, dans le réseau, à court terme, quand on va vite, c'est pas l'approche, même si c'est l'approche un peu traditionnelle. On se donne des moyens, on fait une évaluation, on se donne des moyens, on part, mais ce n'est pas tout à fait notre contexte. Donc, de mettre à profit l'expertise interne, comme je disais un peu plus tôt, j'ai des gens dans l'organisation qui en avaient fait, donc on a créé un petit comité de projet, donc aller chercher la participation, l'adhésion des gens qui avaient un peu de connaissances, donc ça crée une équipe projet avec quelques connaissances sur le dossier. Avoir un bon porteur de dossier ou un chargé de projet, donc nous à ce moment-là, on a recruté Nicolas qui arrivait des HEC,
plein de connaissances et de motivation. Donc, ça a été aussi un facteur de succès au projet. Donc, ça prend quand même quelqu'un qui porte le dossier. Je dirais ensuite ce qui a été, en termes quand on regarde avec le recul, donc de procéder un peu par phasage. Donc, ce qu'on a décidé de faire au premier départ du projet, c'est pas de dire, bon, on commence avec tout l'hôpital au complet. On va y aller on se donne un mois, on prend quelques unités de soins, on se donne un mois ou 6 semaines, ensuite on en prendra une deuxième. Donc, pendant ces étapes, on s'est dit, on va apprendre de nos erreurs et construire sur nos gains. Parce que s'il y a des choses qui étaient bonnes, en ce moment, on s'appuie dessus, puis ça a fait un tremplin, donc on peut avancer. Mais les choses qui n'ont pas bien été, on corrige, puis on rétroagit. Il fallait quand même avoir une bonne dose de confiance mutuelle. Ça a été quand même, je dirais, cette dimension a été, je dirais, interpellée ou même brusquée plusieurs fois dans le cours du projet. Est-ce que vous allez réussir? On n'y croit pas? Oui. On le veut quand on dit, mais donnez-nous des ressources. Maintenant, il n'y en a pas à donner. Donc, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Mais au final, il faut quand même là, que les gens du côté clinique y croient aussi, ce qui a été le cas. Et je dirais aussi une certaine forme de tolérance au risque, là, de ce que j'appelle de tenir bon jusqu'au bout. Je donne l'exemple, on avait convenu que le 14 novembre, on débutait, on était autour du 2 novembre, on n'avait aucun employé. Il fallait que les employés soient là au moins une semaine avant pour être formés. Donc, le jeudi 4 heures, j'ai aucun employé. Fait qu'on s'est dit, si vendredi midi, on n'en a pas au moins 7, on arrête tout. Fait que là, avec un groupe au niveau des ressources humaines, à la dotation, on a fait un blitz, discuté avec les gens cliniques s'il n'y a pas des employés qui pouvaient nous prêter, transférer. Donc, on était à minuit moins 2, puis tu n'as toujours pas d'employés. Puis les gens disent, bon, est-ce que tu commences lundi dans 10 jours? Donc, cette tolérance au risque est un facteur qui a été utilisé tout le long du projet. Je pense que tu reprends la manette. Merci beaucoup. Donc, dans le fond, on a présenté les SUS de l'Est. On a vu d'où on partait avec la brancarderie. On a vu la brancarderie. On a regardé le mandat avec beaucoup d'enjeux. Puis maintenant, on va décortiquer un petit peu le projet, pas à pas, sans trop vous ennuyer. Puis par la suite, on va voir pourquoi est-ce qu'on appelle la logistique 2.0. Donc, comment est-ce qu'on s'est pris? Bien sûr, tout ce qui est la gouvernance du projet, on a un comité stratégique dans lequel on discute des enjeux plus globaux. Au niveau budget, au niveau de quel est l'arbitrage, combien de ressources on va mettre et quel est les temps d'attente qu'on va recevoir. Au niveau aussi, quel est l'arbitrage si on utilise un logiciel, mais on avait aussi parlé de partir la brancarderie en mode manuel. Donc, on avait ces deux arbitrages à faire, puis bien sûr, tout ce qui est planning du projet, puis côté financier, analyse financière, etc. Le comité tactique, il était formé par les coordonnateurs de services puis les chefs de services, donc du coup, on était beaucoup plus terrain. Donc, comité stratégique, M. Baudet l'a dit, on était au niveau de la haute direction, puis comité tactique, on est plus un petit peu terrain. Donc, on répond à des questions plus de structure des processus. Quels sont les besoins cliniques? Parce que le projet brancarderie répond à des besoins cliniques. Puis, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce qu'on va aller par phase pour répondre aux besoins? Puis, bien sûr, en tant que chercheur de projet, je devais donner des réponses à mon copromoteur du projet, c'est-à-dire, OK, comment est-ce que les cliniques vont fonctionner? Quel va être le front office et quel va être le back office? C'est-à-dire, quel est le point de vue client, puis quel est notre point de vue à l'interne? Donc, quels sont tous les processus qu'on doit mettre en place pour fonctionner? Et quelles sont également les limites des processus? Parce que c'est très facile de s'éparpiller puis de vouloir tout faire. On a une bonne intention, mais c'est très important aussi de le limiter. Donc, dans le fond, on s'est pris avec une bonne collecte des données. On a interpellé les gens de la direction de la DKP, qui est la direction qui s'occupe de faire tout type de projet dans notre organisation. On a fait une très belle collecte des données, puis on était persuadé qu'avec cette première étape, on allait avoir toutes les informations dont on avait besoin. Puis je regarde plusieurs d'entre vous qui travaillent déjà dans un réseau. Ce n'est pas toujours facile. On avait des objectifs de regarder, OK, est-ce qu'on a des données quantitatives? Est-ce qu'on peut voir quelles sont les façons de faire? Comment est-ce qu'on fonctionne actuellement? Quel est notre baseline? Où est-ce qu'on se situe? Puis pour y arriver, on a fait des extractions des données. On a fait des enquêtes, on a fait des petits formulaires, etc. Mais bon, en fin de compte, le output qu'on recevait de la collecte des données était vraiment très discutable. Pourquoi? Parce que les données, même dans notre propre logiciel, ne sont pas 100% fiables, donc du coup, on avait une certaine variabilité là-dessus. Mais aussi, l'échantillon était très faible. M. Baudet nous avait dit qu'on avait une certaine pression pour livrer les projets atteints, donc du coup, l'échantillon était vraiment très petit. Donc au niveau statistique, c'était un petit peu plus dur.
variabilité des processus, c'est pas la même chose. Quand Michel réalise le travail, c'est pas la même chose que quand Joe réalise le travail. Et c'est pas la même chose quand Joe et Michel réalisent le travail dans le quart de jour, dans le quart de nuit et dans le quart de soir. Donc ça dépend vraiment. Il y a beaucoup de variabilité. Puis bien sûr, pour aller chercher ces informations, on essayait d'avoir la collaboration terrain qui était très, très, très difficile. En disant que le projet de Brancarderie s'était regardé avec un petit peu de méfiance. Donc, du coup, les résultats qu'on a obtenus des collectes des données étaient difficiles pour s'en servir. C'est pour ça qu'on a fait une deuxième collecte des données, disons une deuxième étape de la collecte des données, dans laquelle on a divisé en 2 étapes. On a utilisé la simulation Monte-Carlo pour aller chercher un petit peu plus de robustesse au niveau statistique. La simulation Monte-Carlo, c'est un truc c'est un logiciel dans Excel, disons. Donc, on est allé chercher un petit peu plus de robustesse statistique parce qu'on est toujours avec le problème des moyennes. Puis, quand un professeur m'avait dit, si on met la main dans le four, puis un main dans le frigo, en moyenne, ça va. Mais du coup, la main droite est en train de brûler, puis la main gauche est en train de congeler, puis nécroser. Donc, on est allé chercher un petit peu de simulation pour avoir un peu plus de robustesse statistique. Et on a fait beaucoup d'observations terrain. Dans l'observation terrain, ce qui nous permet de faire, c'est d'aller valider les informations qualitatives, mais aussi valider les informations quantitatives. De connaître les équipes et les enjeux. Donc, quand on parle de gestion de jugement, ça commence dans la collecte des données. Ça commence dans l'observation, ça commence à être terrain. Puis ça nous a permis en fait de détecter quels sont les besoins cliniques. Et aussi de gérer les attentes, parce que quand je faisais l'observation, du coup, oui, on aimerait que la Brancarderie fasse ceci, qu'elle fasse cela. Ça nous permettait aussi de baliser au niveau terrain, ce qui est très, très, très important, puis de réaliser l'observation. Bon, on a fait la collecte des données, on a maintenant des informations qui sont intéressantes, on peut prendre des décisions là-dessus. Mais M. Baudet, je pense qu'il a dit, le CIUS, en fait, HMR et Santa Gabrini ont 2 hôpitaux de courte durée. Ils sont les 2 derniers hôpitaux dans l'île de Montréal à avoir un service de brancarderie centralisé. Donc, avant de partir le projet, on ne va pas réinventer les roues. On va aller voir comment ça se passe ailleurs. Donc, on est allé faire, je vois les gens du CUSUM, donc on est allé voir comment ça se passe à McGill, comment ça se passe au CUSUM. On est allé voir comment ça se passe au CHUM, on est allé voir comment ça se passe à Sacré-Cœur. Mais aussi, on est allé voir comment ça se passe à l'Institut cardiologique de Montréal. C'est un hôpital qui est beaucoup plus petit, qui les gère à la main. Puis on est allé voir aussi, Valérie Bélanger avait travaillé dans un projet semblable de brancarderie à l'hôpital de Lévis. Donc, du coup, on avait des hints de cet établissement-là. Puis, bien sûr, ce qu'on regarde, c'est comment est-ce que vous fonctionnez, combien de ressources vous mettez dans cette brancarderie, puis quels sont les résultats, quels sont vos résultats. Puis, c'est très facile, quand on fait du benchmarking, de comparer des pommes avec des bananes. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que les CIUS, donc la OU, la vocation universitaire a un certain impact. Dans nos 2 hôpitaux, on a des résidents, puis on a des externes, et puis donc c'est normal qu'il y en ait un petit peu plus d'examens que ce qui est requis. C'est normal, c'est la vocation universitaire de l'établissement. Plus on a des plateaux techniques, plus on a des capacités de diagnostic, plus on a plus d'équipements, du coup la complexité des voyages est plus grande. Le nombre de lits, donc on s'est essayé de se comparer à nos semblables. Mais aussi, on est un peu tributaire du type de bâtiment. Tous les établissements, en fait, la plupart des hôpitaux ont été construits dans les années 40-50. Donc, ce n'est pas la même chose de comparer, par exemple, un HMR avec un Santa Gabrini dans lequel on a un petit peu plus d'espace, puis on tourne un peu en rond, que l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Donc, quand on fait des comparaisons de benchmarking, à mon avis, il faut prendre certaines, disons, précautions pour savoir, OK, oui, on s'est comparé, mais bon, il y a toujours un bémol qui nous permet de situer où est-ce que nous sommes par rapport à l'autre. On a fait la collecte de données, on a fait la benchmarking. Maintenant, on peut analyser les données, je dirais, plus qualitatives. Donc, ça nous a permis de faire la cartographie de processus. Là, on était à mesure de savoir comment est-ce que ça se passe actuellement. Donc, on a fait la cartographie de processus pour savoir quelles sont les gestions de flux. Le flux des patients, les flux des matériels, c'est-à-dire les civières et les chaises roulantes, mais aussi les flux d'informations. Dans les réseaux de la santé, on fonctionne un peu à différentes vitesses. On a certaines choses qui sont vraiment très technologiques, puis il y a certaines choses, on fonctionne encore avec du petit papier, puis encore avec du fax. Donc l'enjeu de la gestion de l'information, ce n'est pas évident. Donc il faut l'adresser, il faut le connaître. Comment est-ce qu'on va transmettre l'information? Puis bien sûr, de comprendre quelles sont les contraintes cliniques. Des contraintes cliniques au niveau des préventions des infections, mais aussi des contraintes cliniques de est-ce qu'il faut bousculer le niveau de la civière quand un patient sort d'une intervention chirurgicale. Donc, en étant la brancarderie, ce sont les travailleurs qui font les liens entre, par exemple, le bloc opératoire et les unités de soins. Donc,
il y a plein de contraintes cliniques un petit peu partout. On a aussi analysé les données quantitatives. Donc, on est allé voir comment est-ce qu'on peut faire pour, OK, est-ce qu'on part en mode manuel ou est-ce qu'on part avec un logiciel? Donc, on a prouvé qu'on avait besoin d'un logiciel parce qu'au bout de compte, ça permettrait d'utiliser moins de ressources. On a obtenu aussi quelques points de repère qui nous permettent de nous situer par rapport à d'autres et de mieux prendre des décisions, mais aussi faire l'arbitrage entre combien de ressources on va mettre et quelles sont les équipes de brancarderie puis quels sont les temps d'attente. Donc, ça nous permet de faire l'arbitrage, puis pour cela, on a utilisé beaucoup la simulation. Donc, on a eu l'appui de Mme Bélanger. On a fait beaucoup la simulation événements discrets. Ça fait partie d'une gamme de méthodologies, soit de la recherche opérationnelle ou de la gestion des opérations, qui nous permet vraiment d'étudier des systèmes complexes. Puis nos hôpitaux, nos centres sont vraiment très complexes. En fait, c'est reconnu qu'un système hospitalier, c'est une des organisations les plus difficiles à gérer parce qu'il y a beaucoup de complexité. Nos processus ne sont pas linéaires. Donc la simulation permet de rendre beaucoup d'informations et d'obtenir en fait beaucoup de output au niveau des différents indicateurs de performance. Puis c'est le lien aussi entre les quantitatifs un peu et les qualitatifs. Donc au niveau de la prise de décision, c'est vraiment très important. Donc on a fait notre collecte des données, on a fait aussi notre planning du projet. J'étais un jeune diplômé, donc du coup toutes les idées de gestion de projet étaient vraiment très fraîches. Donc on était une toute petite équipe, bien sûr, diagramme des Gantt, etc., différents lots de travail. Mais bon, au début, j'avais fait une très belle planification, puis en cours de route, on découvre que les murs, je pense, du bloc opératoire de l'urgence étaient en train de tomber, donc on a arrêté tout le projet pendant 2-3 semaines. Bon, il ne faut pas que l'échéancier se retarde, donc quels sont les lots de travail qu'on va modifier pour ne pas arriver à un retard? Ce sont des imprévus qui pop-up comme ça dans le réseau de la santé, puis bon, il faut faire face à ça, quoi. Au niveau aussi de la gestion des risques, comment est-ce qu'on s'est pris pour faire tout ce qui est la planification? Comme M. Baudet l'a dit, on a décortiqué un gros morceau en tout petits morceaux. Donc du coup, on est allé voir, on a déployé par phase, puis on a commencé par les phases les plus simples, c'est qui nous permettait d'avoir certains gains, puis on surfait du coup sur les bons résultats qu'on avait eus pour déployer par la suite les services les plus complexes, pour déployer l'urgence, pour déployer les blocs opératoires. Et aussi, bien sûr, des considérations financières. On avait beaucoup de pression du côté financier pour le faire vite. Donc, le projet devait s'autofinancer. Donc, on est allé chercher les clients qui pouvaient nous apporter des ressources. Mais les clients qui pouvaient nous apporter plus de ressources, on les a fait au début. Donc, on a très bien planifié le projet. On était à mesure maintenant de développer les processus. Puis moi, je suis vraiment partant de... souvent, on a l'espoir qu'un logiciel va tout faire. Souvent, certains processus clés sont gérés par des personnes clés. Mais dans le fond, ce sont les processus qui soutiennent les services, qui soutiennent la structure. Donc, on s'est pris avec une vision de nous, on est les capitaines du processus. On va gérer les processus du point A au point Z. Puis, il y avait un gestionnaire qui m'avait dit, « Nicolas, toi, tu vas t'occuper de développer la brancarderie du point A au point B. » J'ai fait exactement le contraire. Parce que développer la brancarderie, en fait, le point A au point B, transporter un patient de la salle de radiologie numéro 3 à l'unité 5AB, c'est la chose la plus facile. Mais ce qui est le plus difficile, c'est tout ce qui se passe avant A et tout ce qui se passe avant B. On transporte des patients, on ne transporte pas des bouteilles. Donc, ce sont des patients qui sont vulnérables. Donc, il y a tout un enjeu là-dessus. Donc, nous, on est les capitaines du processus du point A au point Z, puis on est responsable et imputable pour ce résultat-là. Quelque chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a tous été des patients quelque part ou on a été des accompagnateurs de patients. Le temps, c'est une ressource très rare dans nos réseaux de la santé. Donc, il faut donner quelque chose en main. On ne peut pas demander aux collaborateurs cliniques de développer au même rythme que nous. À mon avis, la logistique doit donner une clé en main. Toute initiative, dans le fond, qui vise à réduire ou à dégager du temps pour avoir plus du temps clinique, elle est les bienvenue dans les équipes cliniques. Aussi, on a développé les processus au niveau du flux de patients, du flux de civières, des chaises roulantes, dans tout ce qui est matériaux, mais aussi de l'information. Puis un très bel exemple qu'on peut donner ici, c'est qu'on a utilisé les leviers de la brancarderie pour maintenant faire une interface entre deux logiciels qui ne se parlaient pas du tout. Donc, du coup, ça nous permettait de voir un patient cédulé à 2 places différentes, à la radiologie, puis à la salle d'intervention de radiologie numéro 3. Donc, on a aussi géré les flux d'informations. Bien sûr,
on a développé tout ce qui est front office et back office. Quel est le point de vue de nos clients? Quel est le point de vue de nos clients cliniques? Puis comment est-ce que nous, à l'interne, on peut répondre à tout cela? Puis pour ce faire, on s'est pris avec tout ce qui est la standardisation et la customisation. Bon, dans le fond, les établissements, c'est très difficile de uniformiser et de standardiser. Mais la beauté de tout ça, c'est que si on standardise, on dégage du marge de manœuvre pour adapter. Donc, adapter nos processus, même s'il s'agit d'un petit 20%, il y a un impact de 80% pour nos partenaires cliniques. Donc, une petite adaptation des ressources, des processus peut avoir un impact très grand au niveau de processus. Donc, on s'est servi de la standardisation pour faire la customisation, puis ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le niveau industriel, quoi. Bien sûr, on a formalisé tout ce qui est rôle et responsabilité. Donc, on n'a pas fait un gré à gré avec nos brancardiers, avec nos gestionnaires, avec nos équipes cliniques pour dire, OK, à partir de maintenant, vous allez fonctionner comme ça, ça. Non, on a formalisé, on avait un papier, puis on était tous d'accord, ça c'est le processus, on le dépose, c'est officiel. Il n'y a pas de gré à gré. On a développé aussi des indicateurs de performance. Donc, du point de vue clinique, quelle est la donnée qui importe le plus? Ben, on a découvert au cours de route que si mon clinique lance une requête, combien de temps ça va prendre pour que le brancardier vienne récupérer le patient? Donc, du coup, nos tableaux de bord, nos indicateurs de performance étaient directement attachés avec les résultats entendus avec les cliniques. Puis bien sûr, tout ça, c'est un développement itératif. On a développé une première version. On a fait des observations de terrain. Ah, on est un petit peu dans la bonne voie, on n'est pas dans la bonne voie. Ce que je faisais toujours, c'est qu'avant de présenter quelque chose au gestionnaire, ben, je validais avec les équipes terrain. Puis les équipes terrain me disaient, oui, c'est une bonne idée. Non, on va modifier telle affaire. Donc avant de présenter quelque chose au niveau gestionnaire, je le validais avec les équipes. Puis bon, malheureusement, on a dû en fait partir avec un système hybride parce qu'on avait un système de brancarderie qui était centralisé. Mais par contre, on n'avait pas le temps, au niveau des échéanciers, de centraliser tout ce qui est la gestion des civières et des chaises roulantes. Donc, on roule à deux niveaux, centralisation de patients, des transports des patients, et décentralisation des équipements matériels, ce qui amène beaucoup plus de complexité au niveau des processus. Puis bien sûr, on a profité de bâtir des nouveaux processus pour être plus performants, puis on va les voir tout à l'heure avec les résultats qu'on a obtenus, c'est ça qui est ressorti. On est dans un établissement de santé, on ne peut pas se passer des plans de contingence, donc on a aussi développé un plan de contingence. Déploiement. Donc, on a fait la collecte des données, on a développé les processus, on est prêt pour les déploiements. Comme on a dit à plusieurs reprises, on l'a fait par phase. Donc, on a pris des corridors. Donc, la première chose qu'on a développée, c'était les unités de soins et le plateau technique. Par la suite, on est allé faire les unités de soins avec certains plateaux techniques plus complexes. Et par la suite, on a développé l'urgence avec les autres plateaux techniques et les unités de soins. Puis, on a presque fini avec les blocs opératoires, qui est un peu le plus complexe. Quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'avant et après chaque déploiement, on était en mesure de dire à notre comité stratégique, voici l'impact qu'on va voir si on inclut tel client et tel client grâce à la simulation. Donc, on pouvait dire, la prochaine vague de phases qu'on va voir, on va voir un impact de 10 ou 15% sur les délais moyens de prise en charge. Ça nous aide beaucoup au niveau de la gestion du changement, mais aussi la communication avec la haute direction. Puis, au fur et à mesure qu'on déployait, on avait l'information historique. Donc, du coup, je peux me permettre de faire parler cette information historique. On a développé, on a travaillé des séries de temps, on a travaillé la régression linéaire multiple. Donc, j'étais bien sûr de savoir quelle est ma formule, puis combien ça vaut. On a formé toutes les équipes. On a fait des tests et projets pilotes au bloc opératoire. On a pris le bloc opératoire, puis on a déployé un tout petit morceau. Donc, de toutes petites phases, on a déployé au fur et à mesure, puis on surfait sur les bons résultats qu'on avait eus. Puis bien sûr, au niveau du déploiement, quand on dit que la brancarderie, on va s'assumer comme capitaine du processus, bah, les jours du déploiement, je ne vais pas être derrière mon bureau à regarder les nombres de requêtes tombées, quoi. On était comme équipe, plusieurs personnes, terrain, et on supportait les équipes. Il y a quelqu'un de l'urgence qui nous avait dit on n'a jamais vu autant de gestionnaires dans un déploiement. C'est ça un bon déploiement, c'est d'être terrain. Quand on déploie quelque chose, il faut supporter les équipes. Au début, tout le monde est un petit peu perdu. Donc, le rôle des capitaines du processus, ça se voit tant du point de vue théorique, mais aussi du point de vue terrain et pratique. Puis bien sûr, on a fait des suivis avant et après. On avait des petites rencontres de cellules pour faire, en fait, voir si les déploiements, ça s'était bien passé, etc.
Donc maintenant, je vais céder la parole à M. Labrie. Donc on va voir, on a fait le projet, on l'a déployé, puis après on a mesuré les résultats. Donc on a des résultats cliniques, des résultats au niveau opérationnel, puis des résultats de crédibilité pour la direction logistique. Donc dans le fond, je vais laisser M. Labrie nous parler un peu de résultats cliniques. M. Labrie. En fait, à la base, quand on nous a présenté ce projet-là, on avait des appréhensions, c'est sûr, là, étant donné que les délais sont extrêmement serrés dans un bloc opératoire. Le mandat qu'on avait demandé, c'est que, dans le fond, il ne faut pas que ce soit pire. On savait que le processus actuel n'était pas nécessairement tant performant, mais quand on avait des priorités, puis je vais vous donner la meilleure priorité qu'il n'y a pas, c'est un patient qui est supposé être opéré, mais pour une variable imprévue, c'est-à-dire que finalement, il n'a pas respecté la période de jeûne ou il n'a pas cessé le médicament qui devait cesser, il faut changer l'ordonnancement. Donc, rapidement, il faut qu'on puisse avoir à l'intérieur de 10 minutes un autre patient parce que le bloc d'attente opératoire, quand on voit la mesure là, qui est la plus utilisée, c'est des heures présence usagée, c'est-à-dire qu'on vise à occuper 100 de ce temps-là avec un patient dans la salle en heures présence usagée. Donc, dès qu'on a ce besoin-là, il faut qu'à ce moment-là, j'ai une priorité qui part, puis j'envoie mon préposé au bénéficiaire. Dans ce cas-là, on était déjà très bon. Pour plein d'autres transports, moins, mais pour celui-là, on était très bon. Ce qu'on voulait que la brancarderie puisse offrir, c'est quelque chose de comparable, qui n'empirait pas la situation, et dans ce contexte-là, adapter son processus. Ce qu'ils ont brillamment fait, en fait, là, ils nous ont proposé une alternative au processus standard de brancarderie qui était un transport d'items, puis par la suite un transport patient. On a développé un processus qui s'appelle Fast Track, qui est tu montes, tu prends le patient, tu le ramènes. Donc, ils sont adaptés exactement à notre besoin. Au niveau des activités cliniques, quand on parle d'aller chercher ce patient-là, ce qui arrivait qui était devenu un peu insidieux, c'est que la prise en charge de l'équipe clinique à l'unité de soins, en l'occurrence, ensuite à la chirurgie, n'était pas optimale. Donc, on avait fréquemment un transfert patient qui était détaché du volet clinique. Donc, on n'avait pas une réception du patient à l'arrivée directement par l'infirmière dans la première minute qui arrive pour faire une évaluation de l'ensemble des systèmes, de la plaie opératoire, de l'état global du patient, etc. Donc, on a dit, là, ce qui arrive, c'est qu'on va mettre un intervenant qui est non clinique sur un transport patient. Cet intervenant-là n'a aucune connaissance. Tout ce qu'il peut faire, c'est donner un sac si le patient a envie de vomir. Donc, vous devez être présent à la réception de ce patient-là pour vous assurer qu'il est évalué dans l'ensemble de ces systèmes et que la prise en charge elle est sécuritaire. Donc, ce levier-là, quand on parle de renforcement des activités cliniques, il a été immédiat et obligatoire, ce qui nous a beaucoup facilité le travail parce que le faire sans ce volet de brancarderie-là aurait été extrêmement long et fastidieux parce qu'il aurait fallu évaluer chaque prise en charge, documenter, etc., alors que là, ça devenait obligatoire de le faire adéquatement. Dégager du temps préposé, en effet, ça, c'est majoritairement sur le quart de soir parce que M. Baudin parlait de l'enjeu financier. Nous, à la base, quand on a eu les discussions de ça, il fallait transférer des heures. T'sais, on ne nous disait pas, garde ta structure d'employé, puis on va te donner de la brancarderie. Donc, les 3 équivalents temps complet que tu récupères, bien, tu les as actuellement en plus. Il fallait trouver un moyen de fournir le nombre d'heures pour que lui puisse financer son projet. Bien, en jouant un peu avec ces heures-là, on a libéré beaucoup de temps de soir. Puis ma souffrance la plus importante en termes d'activités préposées aux bénéficiaires pour supporter les activités du bloc, c'était sur le quart de soir. Donc, en ne touchant pas au quart de soir et en leur donnant un volet de brancarderie, sans du tout piger dans les heures, je leur offrais instantanément à peu près le 3/4 d'un temps complet, seulement que par l'implantation d'un projet de brancarderie, qui est allé en même temps changer les activités cliniques de jour, parce que comme on n'avait plus de volets ou très peu de volets externes au bloc, de transport patient, d'attente de délai, je pouvais utiliser ces ressources-là et les jumeler à une salle. Donc, on est passé d'une logistique où il y avait très peu d'imputabilité, où on avait des préposés qui, on va le dire, là, tournaient autour du bloc, prenaient des activités, on veut, sous forme de pigiste. OK, va me chercher ça, va me chercher un accessoire de table, va me porter une pathologie, etc., à un modèle où tu es attribué à la salle 4 qui est de la chirurgie vasculaire. Tu vas être en pause à ces intervalles-là, tu dois être présent à ce moment-là, et pour la semaine, idéalement, tu vas y être. Donc, demain, mes 2 interventions, c'est ça. Je m'attends à ce que tu sois préparé, rodé pour que les installations, déplacements, tout ça soient optimaux. Fait que par un projet qui, à la base, vise du transport, qui est logistique, on a eu un levier qui était énorme pour modifier l'ensemble des activités cliniques au bloc opératoire. Ça a de l'allure? Je sais pas, j'ai pas de time par diapo, fait que... C'est parfait. Je peux continuer ou... Je peux laisser ça. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, quand on disait un peu plus tôt, on n'avait pas de mesure précise là, avant, donc on peut mesurer là après. Ce qu'on nous disait, c'est on pense que le préposé quitte entre 20 et 40 minutes à partir du moment où il part avec le patient, puis au moment où il revient, mais on n'a pas mesuré, il ne punchait pas en revenant, donc ça restait approximatif. Donc, une fois le processus déployé avec une équipe de brancardiers formés, avec un système
je mentionnais tantôt le système Servox avec le système téléphonique de l'hôpital. Donc, on peut à ce moment-là suivre exactement la mesure. Donc, on est plutôt autour de 6 à 9 minutes, le temps moyen de transport. On fait aujourd'hui, ça varie un peu, mais à peu près 550 transports différents chaque jour. On est aujourd'hui avec une équipe d'à peu près 16 brancardiers pour Maisonneuve-Rosemont. D'ailleurs, quand on faisait le projet, la recherche opérationnelle, les différents moyens utilisés par Nicolas avec ses ex-collègues de DHSC pour pouvoir essayer de trouver les ressources, ça nous disait à peu près 17 qu'on aurait besoin à terme. C'est sûr qu'au point de départ, on est parti avec 10, donc ça nous donnait au moins quelque chose, même si ça reste toujours un peu un peu abstrait quand on explique aux gens les lois de Poisson dans le comité stratégique, ils nous écoutent. Puis quand on dit il me faut 17 personnes, puis tu fais le chiffre au bout, on n'a pas cet argent-là, mais ça a permis au moins de se situer, de ramener un peu je dirais la taille, ou des fois on utilise l'expression redéfinir notre carré de sable à une dimension plus précise. Donc ça nous a permis de donner un peu de crédibilité au processus d'avancer. Donc au final, on n'est pas très loin du chiffre qui avait été anticipé par diverses mesures théoriques, là, si on veut. Donc, en termes ça, c'est des belles images que Nicolas nous a sorties. Donc, ça nous a permis de créer un des enjeux qu'on avait au point de départ, donc de gagner cette crédibilité au niveau de la direction logistique, donc pouvoir prendre un projet clinique. D'ailleurs, une des coordonnatrices nous disait que c'était, je ne sais pas si c'était le seul ou le premier, ou en tout cas, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu un projet administratif qui venait vraiment supporter le clinique. Souvent, comme je disais tantôt, souvent, c'est des projets administratifs qu'on impose, bon, on va le faire à votre place. Là, c'était plutôt l'inverse, donc ils étaient très, très heureux de ce qu'on savait. Et Jean-François a bien témoigné là, de l'impact, je dirais périphérique aussi, au-delà de ce qu'on pouvait mesurer, mais la qualité des soins. Puis c'était tout ça au point de départ quand on est parti en avril 2016, c'était dans reviser la transformation de l'offre de soins sur les unités. Donc, que le préposé bénéficiaire soit présent sur l'unité pour donner des soins avec l'équipe soignante. À la base, c'était ça, puis c'est ce qu'on est arrivé à faire. L'idée, la deuxième image, je pense que ça représentait beaucoup l'échange d'idées, donc de pouvoir échanger nos idées, construire ensemble. Et au final, c'est peut-être de partir en chat puis de finir en lion. Je ne sais pas si c'était ça l'image, mais c'était donc de donner des fois, faire attention aux impressions aussi. Donc, mais de partir, je pense que j'avais utilisé un peu l'expression, partir plus modeste, bien définir. D'ailleurs, c'était une des composantes au comité stratégique dès le départ, de définir l'offre de service. Parce que dès qu'on avance, on se fait dire, bon, mais tant qu'à faire, pourriez-vous désinfecter la civière? Pourriez-vous prendre le patient puis mettre son soluté? Non, on va définir. Si c'est ce que vous voulez, peut-être, mais il n'y aura peut-être pas juste 17 personnes, peut-être en 25. Là. Donc, dès le début, de définir l'offre, quitte à ce qu'elle soit évolutive, puis c'était clair qu'elle pouvait être évolutive. Au point de départ, on définit l'enlignement. Donc, la taille de la bête, on la définit, idéalement plus petite, pour qu'au fur et à mesure que ça puisse être déployé ou développé. Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Baudet. Donc, on a regardé le projet, on a regardé en fait les très bons résultats que nous avons eus. Peut-être 2-3 minutes de plus. Bon, les liaisons on a prises, on a parti vraiment des besoins cliniques. Il faut écouter les cliniques. Tout le projet qu'on va faire part du besoin clinique. Et essayer de réduire, en fait, de bonifier un peu le temps clinique. C'est prendre comme capitaine du processus, c'est-à-dire avoir une perspective globale, avoir du leadership, mais aussi avoir beaucoup de friendship. On parle beaucoup de leadership, mais il faut avoir du friendship aussi. Il faut se mettre à la place de nos personnels cliniques, il faut se mettre à la place d'infirmiers, assistants, chefs, puis développer des solutions à partir de ça. Standardiser, customiser, on l'a déjà vu. Puis la méthode, on n'essaye pas de faire un peu ça cabochon, puis un peu à l'imprévu. Non, on a une certaine rigueur dans l'analyse des données. On essaie de transformer les données en informations de la meilleure façon possible, des outils de l'acquisition, etc., des grilles. Ingénierie des processus, on parle vraiment de l'intégration de plusieurs maillons. On a plusieurs maillons qui se parlent, donc il faut avoir vraiment une vision de l'ensemble. Gérer les flux de patients, les flux de matériel, les flux d'informations. Ajouter de la valeur au système de prestation de soins, on va le voir un petit peu plus tard, ça c'est le mot-clic, quoi. Des processus clairs et formels, puis ce sont les processus qui soutiennent les services. Ce n'est pas le logiciel et ce n'est pas les personnes cliniques, c'est le processus parce que c'est ça qui perdure plus dans le temps. Puis bien sûr, le lien avec le milieu universitaire, c'était clé pour rehausser puis donner un petit peu beaucoup plus de robustesse à nos projets.
Dans le fond, on a eu un projet, on a eu de très bons résultats, on en a appris. Maintenant, pourquoi on parle de logistique hospitalière 2.0? Donc, une définition que j'aime beaucoup de M. Jean-François Cordeau, qui est professeur ici. Donc, bon, là, je vais la lire. C'est les activités de planification, organisation et contrôle, de flux de matériel. Bon, on est dans un contexte peut-être de production. Donc, de produits en cours et produits finis du point A au point B, dans les différents besoins du client, au moindre coût possible. Donc, on a les besoins clients, puis on a les moindres coûts possibles. L'objectif de la logistique, amener le bon produit en bonne quantité, au bon moment, en bon état, puis bien sûr, en bon coût. Mais si on extrapole tout ça à qu'est-ce qui est la logistique hospitalière, ben, du coup, on se retrouve avec quasiment la même chose. Planification, organisation et contrôle, des matériels médicaux et des patients dans l'étendue des soins donnés. Pour donner des soins de qualité et au moindre coût possible. Puis les 5 objectifs, ils restent les mêmes. Donc ça, c'est un peu la définition de la logistique. Qu'est-ce que c'est la logistique et qu'est-ce que c'est la logistique hospitalière? Dans un séminaire des pôles santé, on parlait de les stades de développement de la logistique. Plus on est plus évolué, plus on va contribuer à la mission primaire d'une organisation. Il y a un hôpital, il donne des soins. Donc, comment est-ce que la logistique hospitalière peut contribuer à la mission clinique de notre hôpital? Ben, on peut mesurer quelle est la valeur, quelle est la contribution, comment est-ce qu'on mesure la performance des différents réseaux de santé? Bon, une des façons qu'on peut le voir, c'est on peut l'exprimer sous forme de ratios. Quels sont les résultats cliniques? Bon, on l'exprime mieux en anglais. Quels sont les healthcare outcomes? Quels sont les résultats cliniques qu'on peut mesurer à travers combien des patients on traite, combien des patients ont réussi, combien des patients on retraite, combien des patients on opère, combien des patients, disons, on peut élargir la formule et combien ça nous coûte. Donc, la vision classique, ça c'est la valeur. Donc, comment est-ce que la logistique peut rajouter de la valeur? Historiquement, on s'est toujours concentré avec des initiatives qui visent à réduire les coûts. Et c'est très bien, puis on est loin d'arriver à des modèles plus évolués. Donc on doit continuer à travailler pour mener des initiatives pour diminuer les coûts totaux. Mais aussi, on peut aussi mener des initiatives qui rajoutent de la valeur au personnel clinique, aux équipes cliniques. Donc la version la plus nouvelle, si on peut dire, la logistique hospitalière, ce n'est pas seulement de se concentrer sur le coût, il faut continuer à se concentrer sur le coût, on va devenir bon et commencer à avoir des impacts au niveau clinique. Et la collaboration clinico-logistique, c'est la clé de la réussite. On ne peut pas rajouter de la valeur si on ne travaille pas ensemble, et puis ça, c'est un très bel exemple. On a 2 personnes, on a un représentant clinique et on a un représentant logistique. Ça, c'est vraiment le modèle qu'on s'était pris pour rajouter de la valeur dans nos établissements. Merci beaucoup, c'était très gentil de nous accueillir. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. J'ai appris beaucoup de choses, finalement. Donc, j'ouvre la parole aux gens de la salle dans un premier temps. S'il y a des questions... Oui? OK, fait là, j'ai comme pas le choix, là. En fait, la première question est pour Nicolas et M. Baudet qui ont participé grandement là, à la mise en place du service de brancarderie. C'est quoi le plus gros défi que vous avez rencontré? S'il y en avait un. Il y a eu plusieurs enjeux, mais le plus gros défi que vous avez rencontré dans cette épopée-là qui a été le déploiement et qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs parce qu'il y a toujours Santa Cabrini, mais le plus gros défi que vous avez rencontré. Peut-être que le plus grand défi, je dirais, c'était de croire au projet. Plus on avançait, parce que, comme j'avais expliqué, on est parti avec contraintes technologiques, aucun budget, expertise diffuse, enfin non concentrée à un endroit. Donc, ça a été vraiment là, notre défi d'avancer, d'y croire, puis à chaque étape, rapidement, là, de s'adapter, de corriger ou je dirais de capitaliser sur ce qu'on avait appris ou ce qu'on avait fait de bon. Donc ça a été, pour nous, c'était vraiment l'enjeu que je pourrais résumer au niveau des
des ressources ou l'absence de ressources. En fait, on dit qu'il n'y a pas de ressources. Le CIE, c'est un budget d'1,1 milliard. Donc, quelque part, il y a de l'argent dans tout ça, mais les besoins excèdent le milliard. Donc, il n'y a pas tant que ça disponible non plus. Donc, le défi est vraiment là. Comment, dans cette organisation, de prendre les ressources qui existent, de leur créer cette valeur ajoutée. Parce qu'une fois qu'on crée la valeur ajoutée, les directions comme de soins ont finalement de transférer des ressources quand ils savent qu'au final, bien, ils ont un premier service équivalent ou même supérieur, puis qui peuvent dégager du temps. C'est pas trop difficile. Mais c'est sûr, quand on arrive au point de départ, on le voit à Sainte-Agrérie, on passe le chapeau. En ce moment, il n'y a pas grand-chose dans le chapeau. On peut vous donner des postes. Là. Fait qu'il va falloir apprendre l'exercice de dire qu'on pourrait baser sur notre vécu à Chamère. Et l'avantage du modèle du CIUS, c'est que ce sont les mêmes gestionnaires qui sont aux deux endroits, donc on n'a pas à reconvaincre une deuxième fois. Donc, Jean-François s'occupe aussi du bloc à Sainte-Agrérie. Donc, c'est plus facile à ce moment-là de vendre un peu notre projet. Bonjour Pierre, Jean-François Cloutier de SIM Conseil. Petite question par rapport justement aux bénéfices pour retomber pour le volet clinique. En passant de 6 à 9 minutes versus 20 à 40 minutes, j'imagine que vous avez dégagé du temps de PAB, qui est sûrement une valeur ajoutée pour avoir plus de ressources pour la prise en charge des patients. Vous n'en avez pas beaucoup parlé de cet impact-là. Est-ce que ça a été mesuré? On n'a pas nécessairement mesuré. On sait qu'il y a des gains d'efficacité parce que ça faisait partie, parce qu'il y avait plusieurs chantiers qui géraient en parallèle. Donc, oui, certaines unités de soins avaient déjà des objectifs d'amélioration de la performance au sens du nombre de ressources disponibles par rapport à des nombres de patients. Donc, il y avait déjà en parallèle. Souvent, c'est que les projets les gains sont déjà escomptés ailleurs. Donc, on ne peut pas dire qu'au... Oui, c'est ça. Combien d'équivalents temps complet qui s'occupaient de la brancarderie des patients au départ? Est-ce que ça a été mesuré? Parce que je pense que c'est un des bénéfices importants de dégager du temps. Oui. Désolé. Juste de répéter. Oui, je m'excuse. Alors, vous avez fini à mettre sur pied une équipe de 16 personnes. Au départ, il y avait combien d'équivalents temps complet qui opéraient des activités de brancarderie? Parce que c'est du temps, normalement, qui a été redonné au secteur clinique pour la prise en charge de patients. C'est une bonne question. Puis en fait, ça, c'était la question. Combien de personnes réalisent la tâche actuellement? Puis on n'a pas obtenu vraiment de réponse. C'était un peu un triangle des Bermudes. On faisait parce que les préposés font un ensemble des tâches. Et un préposé bénéficiaire, il fait un ensemble de tâches, dont la brancarderie. Donc, on n'avait pas vraiment des paramètres. Mais pour répondre à votre question, une fois qu'on a commencé à déployer, on n'a pas mesuré le tout globalement, mais pour certaines unités de soins à vocation en chirurgie, étant donné que maintenant on a des données, on a pu voir combien d'états préposés bénéficiaires on a dégagé sur les unités de soins à vocation chirurgicale. Je ne peux pas vous dire les chiffres, mais les chiffres, disons, les gains se situent en d'échelle de jours sur une semaine. Donc, il y a des unités de soins qui ont récupéré des jours complets en nombre de préposés bénéficiaires sur une semaine. Puis pour une unité de soins, ça vaut beaucoup parce que ce sont plus des activités qu'on peut mener auprès des clients. Donc maintenant, en ayant de l'information, on peut établir certaines hypothèses. Donc, si maintenant ça en prend X temps, avant ça en prenait X temps, multiplié par le nombre de transports par jour, on peut avoir une bonne idée. Puis c'est justement cette mesure-là, ces chiffres en jours, semaines. Donc, les gains est énorme. On n'a pas fait ça l'exercice pour l'ensemble de l'hôpital parce que ça serait, ça prend du temps. On l'a fait pour 4 unités de soins pour les convaincre un petit peu d'embarquer dans le système. Mais les chiffres, c'est chiffres en jour, donc c'est un impact très important. Ce que Nicolas avait mentionné un peu plus tôt, on a commencé le phasage avec ceux qui avaient des ressources identifiées, par exemple, des secteurs diagnostiques comme l'imagerie médicale. Il y avait déjà une mini-équipe brancarderie, ça ne s'appelait pas comme ça, mais il y avait des préposés, c'était des préposés aux techniques. En tout cas, c'était pas des PAB, parce que c'était un autre un groupe d'emploi qui faisait essentiellement du déplacement de patients. Il y en avait 7. Donc, c'est sûr, là, c'est facile de mesurer l'avant-après, mais on a pris toutes les 7 parce que là, ils ne faisaient plus du tout l'activité, c'est nous qui la reprenions. Mais avec les mêmes 7, on a pu rendre des services dans les unités de soins, puis ceux qui n'étaient pas capables d'identifier des fractions de postes. Donc, l'idée du 20 à 40 minutes versus 6 à 7 minutes, c'est des chiffres qui parlent. Donc, on peut penser quasiment que c'est le double. En fait, on a j'aurais un gain de productivité de 100 parce que ce qu'on a appliqué en imagerie, c'est avec ce petit levier de 7 ressources qu'on a pu faire tourner la roue un peu plus vite pour aller chercher. Les deuxièmes qui avaient un peu de ressources, c'était l'urgence, mais on parlait de 2 ou 3, une personne, hein, c'est ça, ouais. On passait 3, mais finalement, ça a fini à 1, là, mais on disait, si avec un, ils font tout ça, comment est-ce qu'ils font? C'est des miracles, je veux cet employé-là, mais finalement,
On a abdiqué un peu cette recherche des ressources. Finalement, ce sera les gens au budget qui travailleront là-dessus. Nous, ce qu'on a besoin, c'est les ressources qui font faire tourner la roue à une vitesse plus vite, en tout cas, dans l'engrenage, qu'on puisse avancer. Mais avec le levier qu'on avait au point de départ, avec les ressources de l'imagerie, ça a été suffisant pour faire tourner la roue. Question sur le web. Nous avons une question de Manon Larivière. Qui gère les PAB de l'équipe de brancarderie? Donc, on a créé un secteur d'activité brancarderie, donc on a nommé un chef de secteur brancarderie. Donc, on a un cadre dédié à l'équipe. Puis éventuellement, avec le projet Santa-Guberni, ça va être le même cadre, va pouvoir gérer les deux équipes, peut-être avec un chef d'équipe, parce que physiquement, ils sont dans deux lieux différents. Mais, donc, on a créé une entité administrative, si on veut, secteur brancarderie. Nous avons 2 questions également de NUM Femmes. Bonjour, est-ce qu'un rapport de projet est disponible? On a certains rapports, c'est sûr qu'il y a certaines données qui sont peut-être plus confidentielles, donc on ne peut pas dévoiler vraiment tous nos chiffres. Ça demeure un peu confidentiel. Mais on espère que cela soit un peu un rapport de l'ensemble de la globalité. Et qui est disponible sur le site web du Poste Santé également, si vous voulez vous le procurer. Exactement. Même personne nous pose également une question. Quels sont les budgets de l'estimation d'économie, si disponible? Ben, c'est sûr qu'on ne peut pas aller dévoiler nos chiffres comme ça publiquement, mais on peut se faire une idée de si on a obtenu des gains de 50 à 100 %, puis si on parle maintenant d'une équipe de 16 %, puis de 16 personnes, puis que potentiellement il y avait 30 personnes, multiplier le taux de les taux salariales par le nombre d'heures, on parle de beaucoup d'argent. Merci. Le point de départ, ce n'était pas un projet d'économie, c'est un projet d'efficacité en termes de soins. Oui, il devait s'autofinancer, puis oui, à la marge, il devait générer, mais ce n'était pas dans le but d'avoir une économie budgétaire honnête. On savait qu'il y en aurait une indirectement, soit par un autre chantier d'optimisation au niveau des soins ou au niveau du bloc opératoire. Ils ont aussi des chantiers d'optimisation à faire. Donc, notre projet à nous était de supporter ces initiatives cliniques, qui n'était pas de générer une économie. C'est pour ça qu'on a mis moins d'emphase sur mesurer l'économie du projet brancarderie. C'est plutôt de réaliser le projet de brancarderie à coût nul, ou en tout cas presque, de l'autofinancer. Martin Beaulieu, en tout cas, on ne fera pas comme si on ne se connaissait pas, mais on a eu à discuter à quelques occasions là, du projet. Puis, en même temps, je me rappelle l'année passée, on nous demandait c'est quoi là, les conditions que ça prend, les conditions de succès, là, un peu ça, là, mais plus personnel. D'un point de vue, là, la présentation énumère beaucoup de choses, mais j'ai comme l'impression qu'il faut aussi des qualités en termes d'individus pour passer à travers un projet similaire, gérer le changement. Je pensais que la question de gestion de changement s'en venait, donc j'ai quelques images. C'est pas organisé. Disons, globalement, la gestion de changement, c'est complexe, mais il faut savoir encaisser un petit peu. Disons, on met un projet en branle, puis on modifie les façons de faire des préposés et on va modifier les façons de faire sur les unités de soins, dans le bloc opératoire, à l'urgence, etc. Puis souvent, quand on fait ce type de projet organisationnel, on se parle entre les gestionnaires. On attache les ficelles entre les gestionnaires, puis on oublie un petit peu peut-être les équipes. Donc, quand on allait visiter les unités de soins, il m'accrochait, puis j'ai le souvenir d'avoir comme 5-6 infirmières autour de moi, puis 3-4 préposés qui me disaient que notre projet, c'était pas bon et que c'était très nuisible pour les équipes. Puis, il me sortait un paquet de problèmes. L'imprimante, l'hygiène et salubrité ne nettoie pas les civières, tout type de problème. Rendu là, ce n'est pas le moment de dire ça m'appartient, ça m'appartient pas. Il faut aussi, les gens se défoulent un peu. On vit beaucoup de changements dans les réseaux de la santé. Donc, il faut se prendre, il faut se mettre, quand on parle des friendships, c'est ça. C'est se mettre à la place des personnels cliniques. On vit beaucoup de changements. C'est un peu le rôle de se promener entre les unités de soins. Puis, d'un bon gestionnaire, je pense que on va au front, puis on reçoit les impacts des choses bonnes qu'on fait, mais aussi les risques du projet. Ça fait un petit peu partie. Il faut être diplomate aussi, donc parfois il faut encadrer, il faut dire les choses, mais il faut rester très, 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 très diplomate. Les ressources cliniques, c'est la ressource clé. Un infirmier au bloc opératoire, ça prend quoi? 8 mois à former. Et tout d'un coup, dans 2 jours, il peut aller à Sacré-Cœur.
Donc, il faut être très diplomate, il faut traiter ces gens-là avec beaucoup d'attention. C'est nos ressources clés. Donc, il faut être très diplomate. Puis, quand on parle de gestion de changement, d'habitude, ce qu'on fait, on se parle entre gestionnaires, puis on fait un bon plan de com. On met des affiches partout, on a des écrans, on met des belles images dans l'écran. Mais on oublie souvent de comprendre qu'un hôpital, c'est une bête complexe. Puis c'est un écosystème. J'ai pris une image sur Google. C'est un écosystème. C'est un ensemble d'activités qui se parlent les unes et les autres. Donc, du coup, de faire référence à 2-3 acteurs qu'on voit, ça, ce n'est pas la vraie gestion du changement. Si on veut réussir à changer les façons de faire, il faut parler aussi aux personnes, à tout communiquer avec l'ensemble du système de prestation de soins. Et ça inclut parler aux préposés, parler aux infirmiers, parler aux assistants, parler avec l'informatique, parler avec les gens de prévention des infections. Il ne faut pas parler avec des acteurs, il faut parler avec un environnement, un certain écosystème. Pas parce que je ne veux pas te donner la parole. Merci. Quel était le rôle des syndicats? C'est une bonne question parce que, avec la création des CIUS, on a des établissements qui ont un syndicat différent. Donc, quand on a fait le projet de brancarderie, il y avait potentiellement 2 syndicats qui voulaient en fait couvrir l'ensemble de notre CIUS. Bon, c'est sûr que les sujets, c'était très délicat. Puis au début, ils n'étaient peut-être pas trop partants du projet. Mais en ayant des données probantes aussi, puis en disant, regardez, ça rajoute de la valeur. La meilleure chose qu'on a obtenue, c'était que les préposés disaient « Ah, j'aime ton projet, j'ai plus de temps pour faire des choses auprès de mes patients. » L'infirmière nous disait « Ah, j'ai plus de temps pour faire telle affaire. J'ai plus de temps pour faire telle affaire. » Donc du coup, les personnels parlaient au syndicat, puis on avait plus peut-être vous me corrigerez, mais le fait d'avoir des équipes contentes, ça a aidé beaucoup au niveau du syndicat, qui finalement, après, je pense qu'ils ont bien accepté le projet, mais parce que leurs membres étaient contents aussi. Je dirais qu'au point de départ, on a eu un enjeu syndical parce qu'on a fait un choix stratégique de créer des postes de préposés au transport et non pas préposés aux bénéficiaires ou préposés à la brancarderie. C'est des postes qui existent dans le réseau. On a fait le choix de créer des postes de préposés au transport parce qu'on s'est dit à moyen terme, s'il y avait une interaction à faire, ça serait avec les gens de messagerie pour pouvoir faire du transport dans des moments plus creux de marchandises ou de matériel, puis dans les périodes de pointe, déplacer des personnes, parce que le préposé au transport peut faire les deux dans les nomenclatures d'emploi. Mais ce poste-là a été payé, je pense, $1 de moins, ou en tout cas autour de ça, par rapport à un PAB. Fait que là, les gens nous disaient, faites pas ça, vous n'aurez aucun PAB, les syndicats vont bloquer. Finalement, on a maintenu notre idée ou notre stratégie. Et puis, dans les premiers temps, il y a des gens qui nous ont dit, même si j'ai $1, en tout cas, je ne sais plus, mais disons $1 de moins de l'heure, mais le travail est gratifiant, puis on sait que les PAB ne travaillent pas toujours les mains dans l'eau claire non plus. Donc, brancardier, il touche à des patients en environnement propre. Fait que finalement, l'enjeu monétaire était plus présent. Puis le fait d'avoir des gens motivés, parce qu'on a eu des phases où on avait à l'urgence, entre autres, on avait un risque de boycott du personnel, de bloquer le projet. On nous avait dit ça la veille du déploiement, donc on a toujours eu... Puis quand on voulait transférer des individus, le syndicat nous disait non, vous ne pourrez pas transférer des budgets, les gens vont être en stabilité d'emploi, on va les payer à rien faire. On s'est dit non, on ne veut pas aller vers là. Mais rapidement, ça s'est mis en place. Bon, le syndicat, au final, a accepté, il n'y a pas eu de grief, rien qui a été déposé, donc ils ont collaboré parce qu'à la base, les gens qui ont commencé le poste étaient satisfaits, aimaient ce qu'ils faisaient, puis... je dirais, dans la continuité, dans la vague que ça a créé. Donc, on a eu la collaboration du syndicat. Mais ça aurait pu tourner différemment, mais ça a bien été au final. Jérôme, cadre supérieur de santé en France, est-ce que la satisfaction des clients est évaluée? Si oui, est-ce que ces modifications ont amélioré ou pas leur satisfaction du transport? Je peux la reprendre. Dans le fond, oui, on a pensé, en fait, quand on a présenté le projet au comité, au niveau direction, on est en train, en fait, de mesurer l'impact qu'il y a sur nos patients, puis on va mesurer, en fait, l'impact chez les patients.
Mais bon, quand on a déployé, c'était l'été. Puis l'été, c'est pas le meilleur moment pour faire beaucoup d'activités dans le réseau de la santé. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire. Mais on attend aussi de stabiliser parce que, bon, il faut aussi déployer Santa Gabrini. Donc, on attend un peu de stabiliser pour aller mesurer, je pense, la satisfaction des patients. Mais disons, en tant que chargé de projet... L'insatisfaction, sans être mesurée par un questionnaire, elle est instantanée. Donc, les premiers jours du déploiement, première semaine, il y avait un problème de double identification, un problème de retard de 2 minutes. On était interpellé rapidement. Donc, d'où l'idée d'avoir, pendant les premiers mois, un suivi aux 2 jours. Donc, s'assurer qu'avec les gestionnaires en place, qu'on comprenne, qu'on explique s'il y a des situations, qu'on apprenne nous-mêmes là, de situations particulières. Mais pas nécessairement un sondage de satisfaction en bonne et due forme, mais ce sera effectivement à faire après le projet. Tout à fait. Puis l'effet de faire confiance aux cliniques, ce sont nos partenaires cliniques qui ont le lien direct avec le patient. Donc, si nos partenaires cliniques sont contents, ça veut dire que leur job avec les patients, ça va bien. Donc, ça, c'est un peu un grand indicateur qu'on a eu. Dernière question de la salle. On a parlé de logistique 2.0, de collaboration clinico-logistique. Comment vous voyez ça pour le futur? Comment la logistique peut contribuer encore d'un point de vue clinique? Qu'est-ce qui pourrait être fait dans le futur qui pourrait amener encore là, vraiment un gain au niveau clinique? Bien, en fait, la logistique hospitalière 2.0, c'est un peu la gestion hospitalière 2.0. Là. C'est les nouveaux CIUS, c'est le nouveau ministère, c'est éventuellement le financement par activité. C'est de passer d'une dynamique où on avait, le meilleur exemple, 80% des gestionnaires cliniques qui étaient des infirmières qui ont fait un bac en soins infirmiers dans lequel ils ont eu approximativement entre 15 et 45 heures de formation en gestion. Majoritairement, relations d'aide, de gestion de changement. En amenant une direction de logistique, en amenant des changements qui sont cartographiés, des notions de valeur ajoutée, des choses comme ça, on supporte des gestionnaires en transformation qui vont aller questionner leur processus et voir comment est-ce que moi, mon bloc opératoire pourrait être le meilleur, comment est-ce que mon unité de soins pourrait être la plus performante, comment est-ce que je pourrais supporter des projets qui, jour après jour, me questionnent puis qu'on sorte un peu du ressources matérielles, ressources humaines. J'ai du personnel, j'ai des budgets, j'achète du matériel, mais je ne challenge jamais mon processus. Fait qu'au final, après 15 ans, j'ai été statu quo, puis pendant ce temps-là, il y en a peut-être qui se sont améliorés. Alors, quand on va être comparé, bien, si on n'a rien fait pendant ce temps-là puis qu'on s'est tourné les pouces, bien, on va un peu se péter la gueule. Fait que c'est ce que la direction logistique vient supporter. Elle amène cette vision-là, avec la direction de la performance aussi quand même. C'est toutes des entités qui sont liées. Puis nous permettent, exemple, dans un contexte au bloc opératoire d'acquisition de fournitures, d'aller cartographier ce processus-là, d'aller mesurer des retours sur investissement, d'aller amener quelque chose de plus solide et concret aux finances que bien, j'en ai besoin puis ça va améliorer mon intervention clinique. Fait que c'est comme ça que je le vois. Merci beaucoup, encore une fois. Félicitations pour cette magnifique présentation. Donc, je vous invite à notre prochain et dernier séminaire de l'année, mardi le 21 novembre, la transition du CHU Sainte-Justine ou comment se réinventer soi-même avec M. Claude Fortin, directeur de la transition, co-directeur exécutif des soins académiques et directeur des soins infirmiers au CHU de Sainte-Justine. Merci beaucoup.